Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce livre journal de géopolitique profonde qui est marqué par plusieurs événements et puis le premier d'entre eux déjà, c'est-à-dire le grand retour de Virginie, en tout cas pour nous puisqu'elle est là depuis 3 jours je crois de retour et vous avez dû entendre à nouveau sa douce voix, Nini Vlam. On rappelle sa chaîne YouTube, c'est bien YouTube ou YouTube ? YouTube. Lara Stam qui m'assiste. Bonjour chers auditeurs, bonjour Nicolas, bonjour Virginie, bonjour Patrice. Bonjour Patrice au standard, Patrice évidemment. Retrouver. Alors Patrice c'est le seul, lui il est toujours là. Oui. C'est un monument. De samedi matin. Monolithique, non pas monolithe, mais au contraire il est bien campé sur au standard et donc n'hésitez pas à lui poser questions, remarques, observations. Ils sont extraordinaires nos bénévoles. Hein. Ah ils sont extraordinaires. Mais que ferait cette radio sans ses bénévoles? D'une rigueur, d'une ponctualité, mais c'est voilà. Toujours à l'heure. Très agréable. Oui. Voilà, donc essayez, si vous les avez au téléphone, d'être assez rapide parce que s'il y a un embouteillage après. Et surtout courtois. Et courtois. Et puis n'hésitez pas, les questions aussi par courriel électronique, puisque l'autre événement, mais qui est de moindre importance, c'est que nous sommes à nouveau dans le studio et Clara est là. Oui. On est dans le studio, ce beau studio, tout nouveau, tout beau. Nouveau studio. Il est absolument magnifique. Tout bleu, c'est le bleu. Le bleu. Alors le bleu est envoûtant, c'est pas une couleur... Mais c'est la couleur de la radio en fait. Oui, ah oui, tout à fait, de Radio Courtoisie. RC, oui. Ce sont les initiales RC. Oui. Je le vois écrit en gros là d'ailleurs. Oui. RC. Bon, très bien. Très joli. Merci aussi à nos généreux donateurs qui ont permis cette transformation. Merci. Tout ça, c'est grâce à vous. Une radio qui ne vit que de ses auditeurs, des dons des auditeurs. Hein. Voilà. Elle ne vit que grâce à vous. C'est votre radio. Voilà. Et on est content en tout cas de retrouver Virginie aussi, même si on aime aussi les Arnaud qui a remplacé. Hein, c'était très très bien évidemment, mais c'est vrai qu'avoir Virginie. Mais tous nos techniciens sont et puis j'en connais un qui va sauter de joie tout à l'heure, c'est Mike Borowski. Ah oui, là ça va être un feu d'artifice. Nini Vlam. Non, Vlam. Nini Glam. Nini Glam. Mimi Glam. Elle est glamour, mais... Bon, ça, on vous réserve ça à 10h30, évidemment, avec Mike Borowski, qui sera dans le livre journal des controverses. Mais là, pour le moment, vous êtes dans ce livre journal de géopolitique profonde, ma chère Lara. Oui. Bien, écoutez, on va parler médecine. Ça change pour une fois. C'est de la géopolitique quand même, parce que derrière, de toute façon, c'est Big Pharma, évidemment. C'est les dogmes de la médecine scientifique, du conseil scientifique, qui va être contesté, qui va être, contestataire, chronique de médecine contestataire. C'est le livre en 3 tomes, bientôt 4, de notre invité, chronique de médecine contestataire. Je pense librement, donc je soigne mieux. C'est le docteur Vincent Reliquet qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, cher docteur. Écoutez, je suis très impressionné par la bonne humeur ambiante de ce studio du samedi matin. Merci de m'accueillir, Lara Stam, Monsieur Stocker, merci beaucoup. Merci à la technique. J'espère qu'on va passer une heure intéressante pour vos auditeurs. Mais d'autant plus que je crois que c'est la première fois que vous venez dans les studios. Tout rénové, c'est magnifique. Non, vous êtes très bien installés et je vous souhaite plein de bonnes choses dans ce studio, plein de bonnes ondes. C'est bien parti et puis vous allez vous y contribuer puisque le docteur Vincent Reliquet, pour ceux qui suivent les émissions que je dirige depuis tant d'années, on l'a... Depuis 2020, en tout cas, régulièrement invité. Voilà, le docteur Reliquet est régulièrement invité depuis la crise Covid. Oui. Ouais, c'était l'époque où on tournait souvent avec Olivier Soulier, qui est décédé et qui apportait à chaque fois une touche très scientifique à la réflexion sur les vaccins anti-Covid, et j'en ai encore un souvenir ému. Et je salue sa famille et je salue sa mémoire, évidemment. Je pense toujours à lui. Nous aussi. Tout à fait. Le docteur Reliquet qui exerce la médecine générale et l'hydrotomie marine depuis plus de 20 ans à Tourcoing. Il est membre du comité médical justement de cette association dont il est un des cofondateurs avec le docteur Delorgerie, l'Association internationale de médecine scientifique indépendante et bienveillante, l'AIMSIB. Il lutte activement contre toute interférence mercantile et des firmes du médicament sur sa pratique quotidienne. La description médicamenteuse et une perpétuelle critique des pratiques médicales
automatiques font partie de ses priorités. Donc finalement, là, une médecine contestataire, c'est déjà une médecine qui veut lutter contre les dogmes de la médecine. C'est une médecine qui veut rester efficace. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous vend une médecine moderne et de mauvaise qualité, on peut pas s'arrêter à un constat pareil. D'abord, on ne peut pas l'utiliser puisqu'on la connaît inefficace ou dangereuse. À partir de là, on est obligé, à mon avis, sur le plan éthique, c'est même pas une option. C'est une obligation de chercher le meilleur rapport, on dirait qualité-prix pour une machine à laver, mais là, on va dire bénéfice sur risque. Et à partir du moment où on a l'impression, en notre âme et conscience, que le rapport bénéfice sur risque n'est plus dans le sens ni de la pratique du médecin, ni de l'intérêt du patient, il faut chercher d'autres solutions. Il n'est pas question de partir dans le nihilisme noir, il est question de savoir si à chaque fois qu'on a une pathologie identifiée, on a les moyens de pouvoir proposer une thérapeutique qui va aboutir à ce qu'on cherche. Et ce qu'on cherche, moi j'insiste, c'est guérir. C'est guérir. C'est surtout pas de faire pérenniser une pathologie chronique, ce qui est le but de Big Pharma. Big Pharma n'a aucun intérêt pratique à vous guérir. Ça, c'est perdre un client. Vous tuer, c'est dommage. Et oui. Encore une fois, c'est un risque que tout le monde prend. Mais vous guérir, c'est parfaitement imbécile, puisque vous n'êtes plus consommateur. Mais c'est comme mourir, finalement. Oui, mais mourir, à la fin, on comprend que ça fait partie de l'équation tout à fait consentie de la plupart des firmes pharmaceutiques qui considèrent que si un patient meurt, après tout, voilà, on le sait depuis maintenant presque un siècle, hein, c'est pas du tout une nouveauté. Aujourd'hui, cette histoire de non-guérison, elle est devenue un vrai problème en médecine. Je vous rappelle que le jour où on a inventé le premier produit qui guérissait l'hépatite C, il y a eu des articles dans la presse américaine économique disant que ça ne devait plus jamais se reproduire. C'était à l'époque Lehman Brothers qui avait écrit que ça n'était pas un modèle économique. Il valait mieux donner des antiviraux à vie à quelqu'un qui avait une hépatite C plutôt que de lui filer 15 comprimés et que derrière, il était guéri. C'était illogique. Donc, on a encore une fois régulièrement des assauts de l'industrie pour pérenniser des pathologies qu'on pourrait guérir. Et ça, c'est une catastrophe. J'ai une question, docteur. Et comment se fait-il qu'il n'y a aucune solidarité des médecins aujourd'hui face au fait qu'ils pratiquent une médecine qui est posée par en fait, les logiciels, qui demain ces médecins demain seront remplacés par l'IA parce qu'ils ne seront plus du tout nécessaires. Alors je pense que beaucoup de confrères ne comprennent pas que en fait leur présence gêne le commerce. C'est-à-dire que plus on pourra effectivement déléguer des tâches intellectuelles à l'IA, à l'intelligence artificielle, plus les circuits du thérapeutique et du diagnostic seront fluides. Aujourd'hui, moi j'avais écrit un article il y a quelques mois, en Chine, un hôpital a ouvert sans médecin. Ouvert sans médecin? Oui, il n'y a pas de médecin. Alors, il n'y a que de l'IA. Alors, l'avantage, il est évident. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez venir consulter 4 heures du matin. L'IA est complètement rutilante, parfaite. Vous venez pour rapport qualité-prix, en plus. Tumeur cutanée à 4 heures du matin. L'IA va faire sa recherche sur une banque de données de 4 milliards d'images identiques et va vous faire un diagnostic parfait à 4 heures du matin. L'IA peut très bien vous faire la biopsie dirigée robotisée, mieux que le médecin, parce qu'il voit mieux. La machine voit mieux que le dermatologue. Et puis derrière, il va vous faire un plan de suivi et de soins qui sera de bonne qualité à 4 heures du matin. Donc vous voyez, les médecins ne comprennent pas bien que si on ne défend pas le facteur humain, demain, on est remplacé. Alors, pour certaines pathologies et certaines professions, ce sera difficile, mais certains sont déjà en pleine ligne de mire. Je pense aux dermatologues. Les aides-soignants, les infirmiers, eux, vont rester. Ah, mais ceux-là, les petites mains, on en aura besoin, tant qu'il n'y a pas de robot. Mais le robot coûtera plus cher que la petite main aujourd'hui payée par... Oui, mais la petite main part en vacances, la petite main a une maladie, la petite main a des troubles musculo-squelettiques, la petite main, parfois, se met en grève. Ouais. Non,
faut pas imaginer qu'il y a des précarés où tout se passera très bien. Aujourd'hui, l'IA est un réel danger. Moi, je pense que les généralistes sont en première ligne. Il y en a plus, donc il faudra trouver une solution. Le niveau médical de la médecine générale est calibré par les firmes pharmaceutiques. Il ne faut pas se leurrer. En 2017, une association qui s'appelait Formindep était allée à la recherche de la qualité de l'indépendance de l'enseignement des facultés de médecine en France. Et donc, ils avaient élaboré un espèce d'abac où il y avait 27 points possibles. Quand vous aviez 27 points, la fac était complètement libre de tout conflit d'intérêts. Et donc, on a regardé toutes les facs en 2017. La première des facs qui s'est classée première, donc, a eu 5 points. Ah. Et 28 facs françaises a eu 0 point. Vous comprenez bien que les savoirs ne sont plus que délégués aux firmes. Avec, dans certaines facs, des locaux qui sont donnés à des labos, où il y a évidemment des permanenciers, des gens qui viennent vous donner des stylos, etc. Et même un stylo, même un paquet de post-it, même un croissant au beurre, ça influence la décision finale des médecins, et on le sait, parce qu'on a des études là-dessus qui montrent qu'un paquet de post-it, ça va dans le sens d'une prescription médicamenteuse. Vous voyez que ça va très très loin. Donc vous voyez le niveau de la complexité du problème. L'enseignement post-universitaire médical est complètement aux mains des firmes. Ça, tout le monde le sait et personne n'y fait rien parce que de toute façon, ils font ce qu'ils veulent partout. Donc voilà, on a un vrai problème d'enseignement. D'enseignement. Et quand on sait que justement c'est la question de l'enseignement qui avait bouleversé au début du XXe siècle au travers le rapport Flexner justement, on contestait justement la façon dont on éduquait, dont on instruisait les futurs médecins, et ce qui a mis en cause à ce moment-là l'homéopathie d'ailleurs. Bien entendu. Mais tout ça, ça vient pas de nulle part. Et vous avez parfaitement raison de citer le rapport Flexner, parce que les gens ne savent pas que le virage de la médecine médicamenteuse est intervenu en 1910. C'est en 1910 que le rapport Flexner est intervenu aux États-Unis, et puis ça a fait tache d'huile dans tout l'Occident. Et le rapport Flexner disait, de manière extrêmement précise, on fabrique nos médicaments, on les brevette et on les prescrit. Et on ne fera plus que nos médicaments. Il n'est plus question de faire de l'eau de mer, il n'est plus question de faire de l'homéopathie, de la physiomédecine, de la phytothérapie. Tout ça, ça doit partir à la poubelle, et on ne fera que des médicaments dont on a le brevet. Et c'est comme ça qu'en 1910, je le publie en novembre, dans mon journal, je démontre que la mainmise de Carnegie et de Rockefeller a été immédiate en 1910, à cette époque aux États-Unis. Oui, ça a complètement. Vous aviez plus de la moitié des lits aux États-Unis qui étaient réservés à de l'homéopathie, et puis c'est très très vite retourné pour une médecine totalement allopathique. C'est ça. Le plus scandaleux dans cette histoire, c'est que Rockefeller et Carnegie, tous les deux, ne se sont soignés toute leur vie qu'avec de l'homéopathie, même quand ils en ont interdit l'enseignement dans les facs américaines. C'est pour vous dire. Mais c'était des gens... On rappelle d'ailleurs que le docteur Oliquet n'est pas homéopathe. Je ne suis pas du tout homéopathe. C'est pas une défense particulièrement de cette crèmerie. Je n'ai absolument pas la moindre formation en homéopathie. J'ai simplement une très grande tendresse pour la plupart de mes copains homéopathes, parce que je connais leur niveau médical et la qualité de leur travail de tous les jours. Donc je ne peux que les soutenir, évidemment. Ben oui, ils ont justement, eux, ils n'ont pas été pris en main, c'est le cas de le dire, par l'industrie Big Pharma, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, s'il y a bien un médecin, c'est le 4e de couverture de votre livre. Alors, on rappelle, Chronique de médecine contestataire, c'est un tome 1, 2 et 3, c'est aux éditions Résurgence, Médecine et Société, et le 4, donc vous avez commencé ces éditions, donc sont des chroniques, d'une 12-15 pages chacune. Vous avez commencé ces éditions en 2024 et vous allez terminer là en 2026. Ah bon, on ne termine pas parce que de toute façon... vous allez continuer. De toute façon, les chroniques sont constamment éditées
tous les mois dans un journal qui s'appelle Du Neuf pour ma santé, qui était un journal publié par les Suisses de Viva Santé, et que donc elles sont reprises quelques mois plus tard sous format livre par les Belges des éditions Résurgence. Donc comme de toute façon les chroniques sortent, au fur et à mesure les tomes s'empileront. On en est à peu près 45 chroniques rédigées, elles seront toutes publiées 2 fois. Alors pour le tome 1 par exemple que j'ai sous la main, l'indicible odyssée de la vitamine C, la formidable ingéniosité du système D, et vitamine D évidemment, qui a volé l'iode, me soigner avec l'eau de mer, vous plaisantez, cannabis d'hier et de demain, alors ça on pourra en dire quelques mots, Jeuf vous aime, Jeuf vous aime, je vais vous poser la question, la guerre des armoises est déclarée et le monde merveilleux de l'argent colloïdal. Donc ça, c'est pour le tome numéro 1, dont je relis, parce que c'est important, le début au moins du 4e de couverture. S'il y a bien un médecin que Big Pharma ne voit pas d'un bon œil, c'est Vincent Reliquet. Quand on fait tomber des mythes lucratifs et qu'on prône des traitements naturels bon marché, on ne se fait pas que des amis au sein de l'établissement médical. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? À partir du moment... ce que je voudrais que les auditeurs comprennent, c'est que moi, je ne m'intéresse qu'aux preuves. Je ne m'intéresse qu'aux résultats. Voilà. C'est-à-dire que si la vitamine D fait mieux que les médicaments anti-Covid qu'on nous avait refilés à une époque, qui étaient encore vendus par Pfizer, qui s'appelait Paxlovid, à une époque sur la fin de la pandémie supposée, on nous avait vendu un produit qui s'appelait Paxlovid et qu'il fallait donner aux gens qui n'étaient pas trop malades et qui ne risquaient pas de faire des formes trop graves. Eh bien, moi, je prétends que la vitamine D, ça pouvait être donné à absolument tout le monde, y compris les gens qui pouvaient tomber malades et faire des formes extrêmement graves, et qu'on réduisait considérablement les formes sévères de Covid, même chez les gens qui étaient à risque d'en développer une, c'est-à-dire les gens très âgés et les gens très polypathologiques. Donc la vitamine D a eu des résultats exceptionnels dans le monde entier. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, on prépare l'hiver, les gens, à nouveau, ne sont plus au contact des UV solaires, et on n'a aucun message de santé publique pour dire aux gens de se supplémenter en vitamine D afin qu'ils aient un statut optimal pour combattre les infections saisonnières, mais aussi toutes les pathologies liées à une dysimmunité. Et la première des plus importantes, c'est évidemment la maladie cancéreuse. Un bon statut de vitamine D, ça vous fait avoir un bon sommeil, une bonne immunité et, quand on vieillit, une ossification idéale. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec 3 gouttes par jour? C'est quand même hallucinant qu'on n'en parle jamais. Et qu'on mette même en garde, parce que c'est souvent ce que fait Big Pharma. Vous donnez des exemples dans ces chroniques, justement, de médecine contestataire, c'est-à-dire qu'au début, on te soigne avec, parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait très bien, et puis après, donc, premier temps de la délégitimation, justement, de ces firmes et de tous ces intérêts, on dit ça sert à rien, et puis... Comme ça ne suffit pas et comme les gens sont des imbéciles, les médecins des couillons, et qu'ils continuent à prescrire, on dit mais en plus vous êtes dangereux, alors, vous êtes des criminels parce que c'est très dangereux de prescrire ça. Ça c'est affolant, ça c'est complètement affolant. Mais ce que les gens ne savent pas, mais ils vont peut-être même pas me croire, c'est que la communauté économique européenne a accepté de voter un principe disant que la vitamine D était un perturbateur endocrinien. Ça c'est beau ça. Ah oui. Alors donc il y a maintenant accolé à la vitamine D le statut de perturbateur endocrinien. C'est quand même hallucinant pour faire peur aux gens en leur disant ne prenez surtout pas de vitamine D, ça va, c'est dangereux. On a fait la même chose pour l'iode, on a fait la même chose pour la vitamine C, on a fait la même chose pour l'argent colloïdal, on fait la même chose pour l'armoise. Oui, la vitamine C, ça vous donne des colites néphrétiques, des choses épouvantables. Bien entendu, mais encore une fois... vous tapez la tête contre les murs de douleur, c'est terrible. Bien sûr, mais alors c'est 300 mg par jour, les préconisations européennes, et dans les services de cancérologie, pas française, parce qu'on a interdiction de l'utiliser, mais belge, luxembourgeoise, suisse, on monte à 150 grammes par perfusion sur des cas de sepsis, de maladie infectieuse sévère, ou de cancer. Hein, et chez nous, c'est 0,3 grammes, alors que dans ces services-là, on monte à 150 grammes, avec aucun effet indésirable. J'insiste, on ne peut pas se bousiller la santé avec de la vitamine C. C'est une stupidité affolante.
Mais oui, mais justement, ce sont les dogmes. Et vous le dites, la force du docteur Reliquet, c'est toujours, je continue à parcourir le 4e de couverture de cet ouvrage Chronique de médecine contestataire aux éditions Collection Résurgence. La force du docteur Reliquet, c'est un homme de terrain pragmatique doublé d'un infatigable chercheur, un chercheur qui trouve. Ça c'est ce que De Gaulle, paraît-il, aurait... c'est la légende de Gaulle, gaulliste, en disant je ne vous demande pas de me trouver des chercheurs, mais je veux des trouveur. Voilà un chercheur qui trouve. Remettre en cause telle ou telle chose qu'on lui a enseignée à la faculté de médecine n'a jamais fait peur à cet esprit libre, car il est avant tout un scientifique. Les dogmes n'ont pas leur place dans son cabinet. Ça, c'est un air respirable, alors qu'on nous parle de cette science qui n'est que dogme, justement, et qui ne peut pas être contestée puisque c'est la science. On ne peut pas plus retourner le mot de science qu'ils le font aujourd'hui. Moi, je pense que déjà, il faut être humble, et je pense que les médecins ne sont pas des scientifiques, sauf quelques-uns qui ont effectivement mené une carrière de scientifique complètement authentique. Des chercheurs. Des chercheurs qui ont appris la science et à la manipuler. Moi, je ne me prétends absolument pas chercheur, sauf que je cherche des documents. Alors, je suis chercheur de documents, mais je ne suis pas un scientifique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire la balance entre ce qu'on m'a appris et ce que je peux trouver d'utilisable dans les données médicales mondiales, qui peuvent aller soit dans le bon sens, et si un dogme est validé, je le valide, ça n'a pas de problème. Mais si le dogme est complètement imbécile, j'ai absolument pas du tout envie de le propager. Et surtout, j'insiste parce que c'est important, mes chroniques cherchent à toujours positiver les choses. C'est-à-dire que démolir quelque chose et laisser un chambouin n'a aucun intérêt. Ça laisse les gens dans l'angoisse de ne pas plus savoir qu'avant. Il faut au contraire, quand on peut, leur donner les moyens alternatifs. Et encore une fois, alterner, ça veut dire changer de façon de faire. Ça ne veut pas dire alternative que on se met en pâte au gaz rose avec des foulards dans les cheveux et une guitare sur le ventre. Ça veut dire simplement que puisqu'on ne fait plus ça, alors est-ce qu'on peut faire autre chose qui marche mieux? Et si c'est oui, alors tant pis pour les dogmes. Et puis à ce moment-là, on développe. C'est le principe des chroniques. C'est ne faites pas... Un exemple que vous avez dans le tome 2, c'est le traitement du tétanos. Oui. Le tétanos, on vous dit, c'est terrible. C'est une maladie à prévention vaccinale. Vous faire cauchemarder. Bon. Alors, il n'y a pas de traitement pour le tétanos. Et vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Alors, vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Ça, c'était vrai, mais très vrai, jusqu'au 19e siècle. Mais aujourd'hui, on a quand même inventé l'anesthésie longue. Donc, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a un tétanos réel? Eh bien, on l'endort, on le ventile, on le curarise et on le laisse dans cette pauvre position pendant plusieurs semaines, avec tous les risques pour qu'il en meure, évidemment. Ce qu'on vous dira jamais, c'est que le tétanos, il y a 2 traitements curatifs qui marchent en quelques minutes. Et ce sont des données qui sont très anciennes, qui remontent à peu près la guerre de 40 pour le traitement français, qui avait été inventé et mis en lumière par des médecins de campagne. Et puis, le tétanos a été très très facilement soigné en quelques minutes aux États-Unis par la vitamine C. Donc, quand on vous dit on ne peut pas, il faut tous vous vacciner car il n'y a pas de traitement, c'est faux. Il y a 2 traitements. Bon, même si vous avez une plaie, que vous avez l'impression d'avoir pas été vacciné depuis un certain nombre d'années, hop, allez vous faire vacciner, même a posteriori. Alors, a posteriori, ça c'est complètement débile. Bah oui, mais encore une fois, et je démontre dans mon bouquin, et ça, ce sont aussi des données qui reviennent du monde entier depuis un siècle, le vaccin antitétanique n'a probablement jamais marché. Voilà. Il y a des éléments qui sont factuels. Par exemple, vous prenez tous les combattants américains de la guerre de 39-45, on a eu autant de tétanos chez les combattants vaccinés que chez les combattants non vaccinés, et ils étaient à peu près aussi nombreux les uns que les autres. Donc il y a eu 50-50, le fait d'avoir été vacciné n'a rien changé. On a eu des histoires de chasse absolument extraordinaires. Par exemple, aux États-Unis, on a hyper-immunisé des hommes, c'est-à-dire qu'on leur injectait des antigènes tétaniques pour qu'ils fabriquent des anticorps antitétaniques. Et ensuite, on leur extrayait leurs anticorps antitétaniques pour pouvoir en fabriquer des sérums pour les gens qui avaient le tétanos. Donc l'idée était bonne, si vous voulez. L'idée intuitivement est bonne. Le tétanos
est une maladie qui pourrait être traitée par des anticorps. Donc, on fabrique des anticorps humains et on les injecterait à des gens qui ont des tétanos. Et il s'est passé quoi de choses incroyables. D'abord, celui qui était hyper immunisé avec des quantités astronomiques d'antigènes et d'anticorps, il est parti en vacances, il a été à New York, il est parti en vacances à la campagne, il s'est pris un coup de sabot de cheval et il a fait un tétanos et il est mort. Alors qu'il avait, je crois, 100 000 fois le niveau d'anticorps protecteur. Bon. Et que derrière, quand vous injectez ces anticorps à un tétanos, il ne se passe rien. Il meurt pareil. Pour une raison très simple, c'est que, maintenant on le sait, il n'y a jamais de contact entre les anticorps et le bacille qui fabrique les toxines. Donc le sang n'est jamais en contact avec le bacille. D'accord. Si le bacille est en contact avec le sang, alors le sang va détruire le bacille. Voilà. Donc c'est quand même... Et ça, c'est des choses qu'on sait depuis 50 ans. Oui. Le bacille, il est au contact du sang, il meurt, il est détruit. Ou alors, il n'est pas au contact du sang, par exemple, dans une plaie où il n'y a pas de circulation sanguine. Oui. Exemple, un cordon ombilical. Le tétanos néonatal, qui a été une maladie abominable, on coupait les cordons ombilicaux en Afrique avec un tesson de poterie, un vieux rasoir, un couteau qui était dans la bouse de vache. Ouais. Ou alors on faisait un cataplasme avec de la bouse de vache. Bon. Et donc du coup, on mettait le bacille de tétanique au contact du fragment de cordon ombilical qui n'est plus vascularisé. Et celui-là, il est capable, par les gaines nerveuses, d'aller jusqu'au cerveau de l'enfant. Aïe. Et il n'a jamais vu la circulation sanguine. Donc voilà pourquoi les anticorps ne servent à rien dans le tétanos. Parce que simplement, le tétanos se débrouille pour ne jamais être au contact du système sanguin. C'est vrai qu'avec son mode de diffusion, on ne voit pas trop ce qu'un vaccin anti-tétanos pourrait faire. Ça ne marche jamais. Alors, ce que vous voyez dans la presse médicale, c'est quand on fait ce vaccin, on a un bon niveau d'anticorps, ce qui prouve que le vaccin est efficace. Jamais personne ne vous a dit, on a pris tous les gens qu'on a vaccinés et on a regardé, ah ouais, effectivement, ils sont vachement bien protégés. Ça, jamais. Non. Parce que ça, c'est évidemment se prendre dans la figure la réalité. Donc à chaque fois, on vous parle du niveau Mais pour tous les vaccins, c'est comme ça. Hein. Pour tous les vaccins, on vous dit, ce vaccin est très immunogène. Ce vaccin vous donne une bonne immunité. Mais on ne vous dit pas qu'il est efficace. On vous dit qu'il vous fait fabriquer des anticorps. Et alors oui. Bon, c'est comme pour le vaccin Covid. Vous aviez des anticorps. Et oui. Alors Et la spike avait muté depuis 6 mois. Donc vous êtes très bien, vous avez des anticorps qui vous servent à rien ou même qui vous desservent. Il faut le savoir. C'est ça. Une auditrice, je ne prends aucun médicament et n'utilise que des compléments alimentaires, de l'homéopathie. Je m'applique aussi une bonne hygiène de vie. Cher Nicolas, cher Lara, cher docteur, je dois témoigner que ma femme, charentaise et à la thyroïde un peu faiblarde, a tâté de l'eau de mer. Étonnant. Je lui ai suggéré, alors humour de notre auditeur, d'aller boire la tasse au large. Oups, merci pour cette émission. Un auditeur, alors ça je ne sais pas si par rapport aux prescriptions médicales, que conseille le docteur pour soigner un post-infarctus pour une personne qui a fait 2 infarctus? Alors je ne sais pas ce qu'on peut dire ou pas dire à la radio. Ah bah ce qu'on peut dire ou pas dire, déjà on ne va pas faire la liste des médicaments à prendre ou à pas prendre. Non. La discussion actuelle, qui est une discussion interdite, il ne faut pas se leurrer. Hein. Alors là, vous l'avez dans le tome 3 des chroniques, c'est la discussion autour de la prévention anti-décès qui est apportée par les médicaments anti-cholestérol. En clair, oui. Est-ce que quand vous faites baisser votre cholestérol, vous faites baisser votre risque de mourir? Oui. Bon, je prétends que quand vous faites baisser votre cholestérol, et alors pour les formes les plus classiques, je ne parle pas des gens qui ont des hypercholestérolémies familiales malignes. Ça, allez voir dans mon livre, la discussion, elle est quand même serrée. Mais pour les 99% des gens de cette planète, faire un infarctus n'a rien à voir avec votre taux de cholestérol. Alors si c'est pour prendre un médicament anti-cholestérol, derrière être perclus de crampes, avoir un niveau intellectuel qui baisse, augmenter votre diabète, augmenter votre poids, abîmer votre foie, enfin, là il y a vraiment une grosse discussion. Encore une fois, pour ce monsieur, je prétends que
c'est pas dans ma littérature à moi qui va trouver les solutions, il les trouvera dans les différentes parutions du docteur Michel Delorgeril, qui était CNRS Grenoble, et qui a voué toute sa vie à l'étude des lipides et des maladies cardiovasculaires. Allez voir ce que le docteur Delorgeril a écrit sur le régime méditerranéen qui peut adapter aux infarctus, c'est-à-dire ce que Delorgeril a appelé le régime du survivant. Le régime du survivant vous donne une façon de manger qui est un petit peu différente du régime méditerranéen. J'insiste sur le fait que si vous arrêtez tous les produits laitiers, alors il est absolument fondamental que vous vous supplémentiez en iode, parce que les seuls apports en iode d'une alimentation habituelle, ce sont les produits laitiers. Donc si vous arrêtez les produits laitiers pour éviter les hormones de croissance que la vache sécrète pour faire pousser son veau, pas pour qu'on fasse des yaourts avec. Il faut comprendre un peu l'histoire. Eh bien, ces hormones de croissance qui peuvent possiblement faire pousser vos plaques d'athérosclérose, si vous les arrêtez parce que vous arrêtez les produits laitiers, prenez de l'iode, et ça, c'est dans mes bouquins. Oui, parce que ça, les plaques d'artérosclérose, ça, c'est pas bon pour le coup. Mais non, c'est pas bon, mais encore une fois, il faut bien comprendre que c'est souvent physiologique. On ne peut pas vivre 80 ans. Alors, j'avais compté le nombre de battements cardiaques à une époque. On a été à plusieurs, évidemment, 10 milliards de systoles. Qu'est-ce que vous voulez? Votre cœur a battu 10 milliards de fois en une vie. Vous avez abîmé vos vaisseaux. C'est pas voilà. Et puis, j'explique aussi dans le tome 3 la totalité connue des causes qui abîment les vaisseaux. Le glucose, l'hyperglycémie, le monoxyde de carbone contenu dans les fumées, les perturbateurs endocriniens, l'hypertension artérielle, tout ça, ce sont des facteurs qui sont authentiquement le microbiote. Si vous avez un mauvais microbiote, vous allez fabriquer des protéines qui vont attaquer l'endothélium de vos artères et vous allez faire des plaques. Donc il y a des éléments pour lesquels vous pouvez strictement rien. Vous n'allez pas arrêter d'avoir votre cœur qui bat pendant un quart d'heure pour protéger vos artères. Ça n'a pas de sens. Vous pouvez par contre traiter une hypertension artérielle sévère, ça c'est absolument évident. Et puis avoir un régime adapté, c'est aussi évident. Oui. Voilà. Le glucose, l'hyperglycémie fiche les artères en l'air parce que le glucose est très osmotiquement actif et ça brûle les vaisseaux. Donc évidemment, un diabétique abîme ses vaisseaux et il pourra prendre tous les anticholestérols du monde, il continuera à abîmer ses vaisseaux si son diabète n'est pas équilibré. Voilà. Bon, pour tous ceux qui, auditeurs, apprécient particulièrement cette émission et ont envie d'en savoir plus, vous aurez aussi ce soir sur Géopolitique Profonde TV, la chaîne YouTube, à 19h pile, 1h30 avec le docteur Reliquet, où il revient beaucoup plus encore que dans cette émission sur toutes les questions liées à la vitamine C, à la vitamine D, à l'iode, à l'eau de Quinton, et puis aussi à d'autres thèmes qui sont abordés justement de cas pratiques et concrets. Là, on est un peu plus à la radio aujourd'hui sur des généralités. Alors justement, je me saisis de cette question d'un auditeur extrêmement intéressante, ce qui va vous permettre de développer un certain nombre de choses qu'on a commencé à aborder, docteur Reliquet. Bonjour, dans le roman d'Ira Levin, Un bonheur insoutenable, un ordinateur central abrité sous les Alpes prescrit l'administration d'un traitement médicamenteux mensuel à chaque membre de la communauté humaine mondialisée. Les drogues permettent de contrôler les humeurs des membres de cette famille mondiale. Les membres se révoltant reçoivent rapidement un traitement spécial permettant de supprimer leur esprit critique et de revenir dans la normalité. Chaque membre a le devoir de signaler les comportements étranges à des conseillers en comportement. L'ordinateur ajuste alors les doses du traitement pour ces déviants. N'avez-vous pas, eu le sentiment pendant l'épisode de la pandémie Covid, que le rôle des médecins avait été exactement celui de ces mouchards et contrôleurs travaillant au profit d'un pouvoir supranational. Ah, c'est une charge contre les médecins. C'est une charge contre les médecins. D'abord, certains l'ont mérité, donc voilà. Maintenant, il faudra que dans les années qui viennent, les procès se multiplieront, les procès d'intention et les procès tout court. Je vous rappelle que la Cour européenne de justice a déclaré que chaque médecin vaccinateur était responsable devant chaque patient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire
vous avez bien fait de suivre les recommandations de santé publique que vous ont édictées vos gouvernements. De toute façon, tous ces gens-là, dont 3-4 ans, ont tous disparu, pour laisser place à, on espère, mieux, mais pas certain. Et que donc maintenant, on revient sur la responsabilité individuelle de tous les médecins qu'on vaccinés. C'est-à-dire que si quelqu'un veut se plaindre de manière très officielle des effets indésirables qu'il a ressentis sur cette vaccination et qu'il peut démontrer qu'il n'a pas été correctement informé des risques que lui faisait courir cette vaccination, alors il peut attaquer. C'est la délibération de la Cour européenne de justice. Il y a même, alors maintenant, il faut voir si ce sera appliqué dans les textes en France, parce que les parquets sont quand même encore très liés aux décisions gouvernementales. Mais il faut savoir que la Cour européenne de justice se lave les mains de cette histoire. Chacun devra retourner face à ses propres responsabilités. Alors maintenant, quelle a été la responsabilité des médecins ? À mon avis, la première, c'est d'avoir eu peur des conséquences disciplinaires de leur non-soumission. La plupart de mes confrères ont choisi de ne pas faire de vagues, de ne pas entraver leur carrière, de ne pas être attaqués par les conseils nationaux et départementaux quant à leur opposition à la vaccination généralisée. Très bien. Nous, on a fait tout le contraire avec mes petits camarades et puis tant d'autres. On s'est mis en danger. On a tous eu énormément de problèmes avec nos conseils. Et comment ça se terminera ? Ça s'est déjà terminé très mal pour plein de nos confrères qui ont été interdits d'exercice. Faut pas se leurrer. On parle pas d'un petit avertissement par-ci par-là. On punit les gens en leur interdisant l'accès à leur profession, ce qui est quand même sidérant. Donc oui, écoutez, chacun fera. Moi, j'ai fait selon mon cœur et mon éthique. J'ai été accompagné par de très nombreux confrères que j'ai découverts à l'époque du Covid. C'est une communauté aujourd'hui qui reste très soudée sur les réseaux et on continue à travailler ensemble. Qu'est-ce que vous voulez ? On verra la suite. Un auditeur, je suis peut-être hors sujet, je viens de lire le livre du docteur Reliquet, Les pouvoirs de l'iode, quelque peu technique. Je souhaite donc savoir s'il est possible de joindre le docteur, soit courriel, éventuellement avoir une consultation. D'autre part, que pense le docteur sur le nombre de compléments, par exemple plus de 15 ? Peut-il y avoir saturation ? J'écoute l'émission, merci de cette dernière. Pour vous joindre. Alors, oui, bon, ma présence ici n'est pas de remplir mon cabinet. Exactement, ça, il faut le rappeler à chaque fois. Totalement saturé. Alors, je ne dis pas que je ne fais pas de consulte, puisque, évidemment, je travaille toujours. Je propose une téléconsultation, mais honnêtement, sachez-le, regardez bien dans mes écrits si par hasard vous n'auriez pas déjà la réponse, parce que les temps d'attente sur ces téléconsultations sont extrêmement longs, et quant au temps en présentiel, j'ai choisi de me concentrer sur les gens qui souffraient essentiellement des maladies discales et d'arthrose, et donc je soigne ces gens-là en priorité. Les autres ont normalement des réponses à leurs questions dans mes livres. Alors, cet auditeur dit que je propose 15 compléments alimentaires. Non, je lui parle de 15 compléments alimentaires, mais je lui commande pas de les associer tous. Je prétends qu'il y en a 3 pour lesquels, ou peut-être 4 pour lesquels il y a carence. C'est l'iode, pour la plupart d'entre nous. C'est la vitamine D, ça c'est pas négociable. La vitamine C, c'est certain, et les oméga 3 qui sont des graisses un peu particulières qui protègent à la fois le cerveau et le cœur. Voilà. Pour le reste, ça dépend de chacun. Si vous êtes carencé en B12, carencé en sélénium, carencé en magnésium ou en je ne sais quoi, c'est de la médecine individualisée. Mais pour tout le monde, les cas dont je vous parle, vitamine C, D, iode et oméga 3, c'est probablement une carence qui est partagée par tout le monde. Ouais. Encore que les gens qui ont une grosse consommation de poissons gras peuvent s'affranchir des oméga 3 pour la plupart. Ouais. Ai-je bien entendu, certains hôpitaux en Belgique perfusent 150 grammes jour de vitamine C ? Alors, certains centres, pas forcément des hôpitaux. D'accord. C'est-à-dire que vous avez des centres privés qui prennent en charge des malades atteints de cancer gravissime. C'est généralement des gens à qui on a dit en France, on ne peut plus rien pour vous, rentrez chez vous, mourrez poliment. Et ces gens-là partent et vont se faire soigner ailleurs parce qu'ils n'ont pas du tout envie de mourir et ils ont complètement le droit.
À part la vitamine C, bon alors ça, écoutez, sinon vous allez à la commande retrouver l'émission de Radio Courtoisie de ce matin, qui sera disponible sur le site internet de Radio Courtoisie dès demain matin, je pense. Si tout se passe bien. Et donc vous pourrez, parce qu'alors un auditeur, à part la vitamine C, je n'ai pu entendre l'autre recommandation du docteur Reliquet contre le tétanos. Contre le tétanos, il n'y a pas de recommandation particulière. Encore une fois, si vous avez une plaie qui saigne, vous ne ferez pas un tétanos à partir d'une plaie qui saigne. Parce qu'une plaie qui saigne, ça veut dire qu'il y a du sang. S'il y a du sang, il y a des globules blancs. S'il y a du globule blanc, les globules blancs vont manger le microbe responsable du tétanos. Vous n'avez rien à craindre. C'est beaucoup plus embêtant si vous êtes, si la Clostridium entre par une plaie sagneuse. Sagneuse, c'est par exemple un ulcère, un vieil ulcère de jambe qui n'est pas du tout vascularisé, ou par un cordon ombilical, ou une plaie qui n'est pas, qui ne contient pas de vaisseau. Auquel cas, là, le Clostridium est capable de sortir de sa forme kystique et de trouver un rameau nerveux et vous coller un tétanos. C'est simple, le tétanos déteste l'oxygène, c'est un anaérobie strict. Vous lui mettez de l'eau oxygénée sur une plaie suspecte de tétanos, il y a de grandes chances pour que vous n'ayez jamais de tétanos. Donc voilà, eau oxygénée à fond, faites saigner, si jamais vous avez une plaie dans un endroit qui n'est pas terrible, il n'y aura pas de tétanos. Bien. Dans le quatrième de couverture, toujours de Chronique de médecine contestataire, le tome 1, il est écrit, on y trouve des informations historiques, des lieux communs sérieusement amochés, des vérités cachées et des remèdes oubliés. Alors ça, moi, ce qui me passionne aussi, c'est les remèdes oubliés. Vous avez ces remèdes oubliés dans vos différentes... Moi, j'adore les remèdes oubliés. Ouais. Alors, les remèdes oubliés, il y en a deux sortes. Il y a ceux qui ont complètement été oubliés. Alors, il y en a un qui est une merveille. C'est une potion antiseptique qui remonte au XIIe siècle, qui est difficile à évaluer scientifiquement au XXIe. Donc, celui-là, j'ai encore pas écrit dessus, mais il est resté dans ma manche parce que ce produit est semble-t-il, formidablement actif. Mais des produits efficaces, je parle dans le tome 1 de l'argent colloïdal. Oui. Faut savoir que quand on envoie un astronaute en orbite, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va quand même lui donner à boire et que ces filtres sont des filtres à argent. Donc qu'on vienne surtout jamais nous dire que l'argent c'est toxique, parce qu'on met des filtres à argent dans les stations spatiales. Mais l'argent colloïdal, c'est un produit qui a un siècle. C'est aussi vieux que l'électricité. En fait, ça a été inventé en même temps que l'électricité, l'argent colloïdal. Et l'argent colloïdal a des vertus absolument incroyables antiseptiques. Donc j'en ai fait un article, comment on peut utiliser l'argent en médecine. Mais j'en ai fait 14 pages, mais j'aurais pu en faire 1400. Parce qu'on l'a utilisé en cancéro, on a fait des implants d'argent dans des tumeurs cancéreuses, et ensuite on a passé des micro-courants tellement microscopiques que les pauvres patients qui avaient ces cancers osseux sentaient même pas passer le courant. Eh bien, ça guérit. Alors, c'est des trucs qui ne sont plus utilisés parce qu'on préfère utiliser les produits ultra-chimiothérapiques parce qu'il y a un bon petit brevet dessus. Mais encore une fois, on a une documentation, on a de la science extrêmement rigoureuse sur l'utilisation de microscopiques quantités de molécules d'argent pour des tas de soins différents. Alors, en France, on n'a pas le droit d'absorber oralement l'argent colloïdal parce que c'est considéré comme un détergent. Et depuis les années 30 aux États-Unis, les Américains boivent l'argent colloïdal sans le moindre problème. Alors après, j'ai fait une espèce de veille, de vigilance toxique, de toxico, à la fois aux États-Unis et à la fois en Europe. Et vous vous apercevez qu'il n'y a pas un seul élément, un seul exemple d'intoxication par l'argent colloïdal. Donc évidemment, tout le monde peut utiliser l'argent colloïdal dès lors que c'est un produit de bonne qualité. Et j'explique dans mon article ce que c'est qu'un produit de bonne qualité. Bien, écoutez, il est 9h45. Allez, on va tout de suite passer le très court Bobino et on revient après parce que les questions pleuvent, évidemment. Beaucoup de lecteurs aussi qui écoutent cette émission et qui ont des questions encore à vous poser. Allez, on passe tout de suite le petit Bobino si vous le voulez bien.
Vous êtes dans ce libre journal de géopolitique profonde et nous sommes en compagnie du docteur Vincent Reliquet. Ses ouvrages, Chroniques de médecine contestataire, tome 1, 2, 3, bientôt 4, collection Résurgence et évidemment le pouvoir de l'iode et beaucoup de questions sur l'iode. Je rappelle, parce que évidemment cette émission n'a qu'un temps et le docteur Reliquet devra partir d'ailleurs avant 10h30, donc vous avez raison et je vois que les questions tombent. N'hésitez pas à, je le répète, non pas pour en faire spécialement de la publicité, mais je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui attendaient le docteur Reliquet. N'hésitez pas à 19h pile sur la chaîne YouTube de Géopolitique Profonde. Vous avez ce soir à 19h le docteur Reliquet sur tout un tas de sujets qu'on n'aura pas développés, dont tout, je dirais aussi, les mises en garde, parce qu'il y a tout ce qui est intéressant de faire, de compléments, de suppléments, de médecine oubliée, et puis il y a aussi les mises en garde, et des mises en garde, il y en a de nombreuses, dont tout ce qui va concerner, alors en effet, certaines formes de vaccination. Il y a le paracétamol. Alors là, on en a beaucoup parlé dans l'émission hier qui passe ce soir. On a évidemment les psychotropes aussi, les mammographies, PSA. Enfin, tous ces espèces de dogmes, parce que c'est plein de dogmes. C'est bien ça, cette médecine aujourd'hui. L'inverse de ce qu'on nous dit, c'est-à-dire une médecine scientifique qui devrait être susceptible, parce que c'est la science, d'être contestée. Or, elle est incontestable à les entendre. Alors oui, c'est ça qui est étonnant, parce que vous prenez des publicitaires, vous prenez des politiciens, souvenez-vous des premiers temps du Covid, on vous a dit, les masques, c'est hors de question que ça soit porté en population générale, ce sera même dangereux. Mais 3 jours après, ils se sont rendus compte que c'était une bourde énorme, qu'au contraire, sur le plan de la contagion, de la peur, il fallait au contraire que les masques soient portés, et en 48 heures de temps, il a fallu qu'on porte tous des masques. Donc pour un politicien, pour un publicitaire, passer d'une proposition inverse d'un jour à l'autre pose aucun problème, et pour un médecin, ça les terrifie. À partir du moment où une connerie a été dite en médecine, on la garde. Parce que si on l'a dite et que demain on se dédie, on pourrait déchoir de son piédestal. Moi, je pense que il faut au contraire accepter avec humilité de se faire engueuler. Moi, vous savez, le jour où j'ai cessé une vaccination systématique de mes nourrissons, dans mon cabinet, ça s'est mal passé. Des patients m'en ont voulu. Mais alors, vous nous avez tous vaccinés pendant des années et aujourd'hui, vous dites que... je dis, oui. Mais alors, vous m'avez donné des médicaments anti-cholestérol pendant des années, puis aujourd'hui, vous dites que... je dis, oui. Mais encore une fois, moi, j'évolue au fur et à mesure que j'apprends. Bon, alors, on peut m'en vouloir, des gens m'en ont voulu, mais encore une fois, il faut oser... il faut oser aller dans le sens de la vérité et pas dans le sens du confort. Donc, oui, en médecine, on aime bien le confort, on aime bien rester dans l'erreur sous prétexte qu'on l'a prôné pendant 20 ans. Je comprends, mais c'est d'abord et avant toute chose de la faiblesse intellectuelle. Et puis, vous avez une autorité médicale qui vous couvre. Bien sûr, il est facile de dire, mais on m'a appris ça en fac, et puis mon professeur me dit toujours que ce que vous dites est faux. Bon, alors à partir du moment où personne se saisit d'une erreur manifeste, et on parlait hier de l'effet Volchenkov pour l'iode, ou du cholestérol qui tue, alors que voilà, eh bien, ça persiste. Mais le problème, c'est que c'est pas anodin. C'est-à-dire que ça finit par altérer, franchement, la sécurité et la vie des gens. Donc, c'est une énorme faute médicale que de colporter des dogmes faux quand on sait qu'ils sont faux. Évidemment. Une auditrice, cher docteur, j'ai acheté votre livre Les pouvoirs de l'iode, sourcé, très intéressant. Je reste néanmoins dans la difficulté de savoir me supplémenter en iode, quelle quantité, sur un organisme plutôt en bonne santé et qui ne prend aucun médicament chimique. Quel conseil donner à mon proche entourage plus jeune? Alors oui, cette lectrice a bien lu. C'est que si elle ne sait pas quelle quantité prendre, c'est parce que je ne lui ai pas donné dans mon livre. Et pourquoi je ne lui ai pas donné? Parce que je n'ai pas, sur le plan scientifique, je n'ai pas trouvé de posologie précise qui pourrait me permettre de donner des consignes claires. Alors, maintenant, on va sortir du flou. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une femme a des seins. Les femmes, plus elles ont une poitrine importante, et plus le tissu mammaire est quantitativement important. Et donc, comme le tissu mammaire se charge énormément en iode, les femmes à gros seins, pardonnez-moi, excusez-moi, mais encore une fois, c'est que de la science, les femmes à gros seins ont plus besoin d'iode que les femmes qui n'ont pas de seins.
ou des seins microscopiques. Les hommes, on pourrait dire, moi je m'en fous parce que de toute façon ça ne va pas me déranger, mais ils ont une prostate qui va grossir avec l'âge et qui va les déranger pour les mictions nocturnes, peut-être même se cancériser à cause de carences en iode. Et les hommes ont aussi besoin d'iode pour leur économie générale. Alors, quelle est la dose ? Je dirais que la dose qu'on connaît bien aujourd'hui pour un adulte normal, c'est 12,5 mg. Alors, ne me demandez pas pourquoi c'est 12,5, je vais juste vous répondre que c'est une déclinaison de 50. 50 divisé par 2, divisé par 2. Voilà, c'est tiré de quelque chose de très ancien, édicté par Jean Lugol, qui était un médecin français qui a inventé le Lugol, la solution qui tâche là. Donc aujourd'hui, pour des gens qui ont des pathologies ou pas de pathologie, 12,5 mg par jour, ça paraît très bien chez les gens qui ont une bonne fonction rénale, chez les gens qui ne sont pas sous médicaments particuliers, antipsychotiques, etc. Voilà, donc 12,5 avec des déclinaisons chez l'enfant, et c'est 0,2 mg par kilo. J'explique qu'il y a des iodes qui sont bons pour la santé, d'autres qui ne sont pas formidables, qu'il ne faut pas prendre n'importe quelle forme d'iode. Voilà, tout ça c'est dans le bouquin, et c'est vrai, il n'y avait pas les posos, donc j'annonce, c'est à peu près 12,5 mg pour un adulte courant. Alors, il n'y a pas que l'iode, mais encore, là, j'ai cru comprendre en lisant les pouvoirs de l'iode que cette dernière n'était pas compatible avec l'argent colloïdal. Ai-je bien compris ? Non, on l'a pas compris. Non. On peut tout à fait utiliser les deux. Très bien. Je viens de finir la lecture du livre, justement, de Line Farrow, après avoir lu Les pouvoirs de l'iode. Et hier, j'ai commandé le livre du docteur Bronstein sur son site internet. Alors, Line Farrow, c'est une journaliste américaine qui a vécu l'enfer. Sur une carence en iode, elle a fait un cancer du sein, elle a développé une obésité gigantesque, elle a perdu son travail, enfin bref. Bon, donc elle a énormément souffert des carences en iode. Et puis Bronstein, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est un médecin américain qui a préfacé mon livre et qui est depuis 30 ans, bien plus longtemps que moi, à batailler pour que les gens prennent de l'iode en grande quantité. Donc voilà, Bronstein, c'est quelqu'un de formidable. Il a écrit, mais il n'a pas de traduction française. La suite, j'ai réalisé une iodure sur 24 heures, donc 46 microgrammes litres, sans ordonnance, car mon généraliste ne fait jamais doser l'iode. Par contre, il voulait me vacciner contre le zona. Eh ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors voilà. Bon, alors l'iode n'est pas remboursé par la Sécu, la iodurie. Moi, je prétends qu'il faut mieux faire une iodurie sur 24 heures. C'est très contraignant. Il faut uriner dans son paquet, dans son sac pendant une journée. Mais 46, abominablement bas. Chère madame ou monsieur, vous devriez vous supplémenter. Alors, quand on est en dessous de 50, en général, quand on se supplémente, on a tout de suite des signes psychiques d'amélioration. C'est-à-dire qu'on augmente sa concentration, on améliore son sommeil et on augmente son moral. Les gens qui sont carencés en iode sont généralement tristes, très peu performants sur le plan de la mémoire et ils ont des sommeils abominables. En plus, ils perdent leurs cheveux, ils ont la peau sèche, ils ont froid tout le temps, ils ont du cholestérol, voilà. Et il suffit de prendre de l'iode et tout ça, ça change en quelques jours. Alors, je suis pas sûr que ça me fera repousser les cheveux, personnellement. Si, ça paraît pas perdu pour vous. Je crois que si, malheureusement. Écoutez, un auditeur qui dit « J'écoute le docteur Reliquet », alors, il n'est pas très optimiste, mais en tout cas, ça veut dire qu'il a beaucoup d'estime pour vous, puisqu'il dit « J'espère qu'il n'est pas suicidaire ». Non, je ne suis pas suicidaire. Alors ça, par contre, en ce moment, il y a une petite épidémie de gens qui ont des trucs bizarres. J'ai très peur des cordes. Je suis très heureux de ma vie. Bien, et si jamais il m'arrive quelque chose de très particulier, sachez que ce ne sera pas de mon fait. Très bien. Que pense le docteur du vaccin rappel polio à 75 ans que mon médecin m'a proposé ? Mais vous vous rendez compte que la polio, on n'en a plus vu depuis 75 ans en Europe. Justement. Bon, la polio, elle aussi, a été traitée par le chlorure de magnésium dès les années 30. Donc, il n'y a pas... quand bien même on ferait une polio aujourd'hui, je prétends que, suivant les traitements qui ont été édictés par des médecins français dans les années 30, on peut parfaitement traiter la polio avec du chlorure de magnésium. Alors, stop avec ces vaccins anti-polio, qui en plus ont rendu la moitié de la population mondiale malade. Je vous rappelle qu'à Gaza, en Inde, etc., toutes les formes de polio qu'on trouve chez l'enfant sont des formes post-vaccinales. Post-vaccin. Ce sont des sérotypes 2, ce sont des paralysies flasques aiguës. C'est un scandale absolu.
prévu. Évidemment, c'est trimballé par Gates et son Gavi. Et ces gens-là sont... Alors, Gates, il s'est fait jeter de plein de provinces d'Inde parce qu'il y a eu des catastrophes après des séances vaccinales à cause du sérotype 2 qui donnait des paralysies flasques aiguës. Et alors, on a dit, c'est pas des polios, c'est moins grave. Mais les gens meurent de paralysie flasque aiguë. Alors, faut pas me dire que c'est pas grave, c'est vachement grave. Bien sûr. Voilà. Et si on donnait du chlorure de magnésium à tout le monde, on n'aurait pas un statut carentiel chez ces enfants pauvres. Et puis, si on les traitait au chlorure de magnésium par voie orale, on pourrait les traiter et les guérir. Encore une fois, on a des données françaises publiées. Cette auditrice, alors là, c'est une longue remarque, observation et question en même temps, mais c'est souvent savoureux. S'il y a, bonjour Lara, bonjour Nicolas, bonjour docteur, s'il y a domine le monde médical avec sa froideur de l'écran, le « aimez-vous les uns les autres » ne va plus se justifier. Avoir affaire à une machine permettra de ne plus mettre en doute ou faire procès à une dérive médicale. Ça, c'est pas faux. Finalement, le boomer sert Big Pharma. Faut-il l'euthanasier pour autant? C'est les politiques actuelles. Ils ont montré une implantation d'électrodes dans le cerveau d'un Parkinsonien avec le robot IA dont les chirurgiens semblaient très très fiers. Question au docteur, est-ce que la vie... Alors déjà là-dessus, sur justement l'IA, les robots, les électrodes pour le Parkinsonien, bon alors ça c'est pas la médecine des remèdes oubliés là. Hein. Non, c'est pas la médecine des remèdes oubliés, mais encore une fois, ça c'est pas de la médecine de médicaments non plus. C'est-à-dire que là, on continue à progresser. Mais les chirurgiens ont toujours progressé à toute vitesse. Hein. Ouais. Et ils ont toujours su se créer des machines ou des outils pour travailler de mieux en mieux. Et il faut bien reconnaître que là, on parle des Parkinsoniens qui sont implantés. Ces gens-là vivent un enfer. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont aucune vie possible. Ils sont incapables de manger, ils sont incapables d'aller uriner tout seuls dans les toilettes, ils sont incapables de s'habiller, ils sont incapables de se laver, ils sont dépendants de tout, tellement ils sont incapables de se mouvoir correctement. Ouais. Donc ces gens-là qu'on implante, c'est une merveille de la technique, c'est une merveille de la médecine. Ouais. Ne jetons pas tout, et certainement pas toutes les techniques qui avancent, mais ces techniques-là, encore une fois, elles ont leurs limites. Parfois, elles échappent à la qualité des confrères. Mais ça, c'est un progrès indéniable. Encore une fois, ça n'est pas du médicament. Bien, alors ça veut dire que c'est dans... vous voyez, on va dans quelques minutes devoir vous laisser. Je termine juste là-dessus. Et je vous rappelle, Dr Uliquet à 19h ce soir sur YouTube, Géopolitique profonde. Et alors là, vous allez, si vous avez aimé, nombreux vous êtes, puisque les questions n'arrêtent pas de pleuvoir, vous allez aimer. Et puis je peux me permettre de vous envoyer les questions qui vont suivre, parce qu'à mon avis, il y en aura énormément. Hein. Oui, alors n'espérez pas non plus une réponse dans la journée. Non. Parce que des passages à Radio Courtoisie, ça a vite fait de faire exploser les boîtes mail. Hein. Et que ça fasse aussi exploser les ventes. Je pense librement, donc je soigne mieux. Oui, j'ai commandé mon yacht et justement on va me le livrer demain. Donc si ça pouvait être, si beaucoup de commandes pouvaient arriver dès ce soir. J'ai un chèque à faire. Non, c'est du plaisant, le docteur. Bien entendu. Chronique de médecine contestataire par le docteur Vincent Reliquet et ses éditions Résurgence, Médecine et Société. On continue avec cette auditrice. Question, docteur, est-ce que la vitamine C ou autre peut soigner le diabète? Non. Non, vous soignerez votre diabète en ayant recours à beaucoup de choses, y compris, évidemment, déjà, la diététique, c'est absolument incontournable. L'exercice physique, c'est incontournable. Certains compléments alimentaires pourront vous aider. C'est par exemple le chrome, la berbérine. C'est des produits qui marchent très très bien dans le contrôle des maladies diabétiques débutantes. Si vous êtes insulinodépendante, n'espérez absolument pas vous soigner avec ça. Mais encore une fois, votre statut en chrome et vous complémentez en berbérine, ça peut parfaitement vous aider. Et puis pour le reste, il n'y a pas de miracle. C'est dans l'assiette que ça se passe, le diabète. Hein.
Oui, tout à fait. La vitamine D est-elle nécessaire? Autrefois, avant 45, on vivait sans toutes ces préoccupations et les personnes vivaient longtemps. Oui, pas si longtemps que ça. Donc, non, on ne peut pas dire une chose pareille. Aujourd'hui, l'espérance de vie de quelqu'un qui naît aujourd'hui à quasiment 100 ans de vie, il est illusoire de croire qu'on va pouvoir s'en tirer sans maladie dégénérative, sans avoir un statut micronutritionnel optimal. On aura forcément des maladies. Encore une fois, on peut vivre malade, hein, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ne dit-on pas que c'est l'hygiène qui a permis d'éradiquer les maladies? Mais bien entendu. Mais le meilleur médecin, ça a toujours été le plombier. Ça, y a aucun doute. Il est vrai que l'instruction, l'évolution des gens et de la modernité ont permis de penser différemment. En revanche, la peur permet aux politiques de faire ce qu'ils veulent. CF, oui. Le Covid. 3 fois oui. Et voilà. Et pour terminer, mon médecin voulait me vacciner contre le tétanos. J'ai refusé. Eh ben ouais, c'est pas moi votre médecin. Merci pour cette belle émission. Merci beaucoup, Monsieur Stocker, c'est très gentil. C'était un plaisir. Vous m'avez très gentiment invité 2 fois de suite et je suis très sensible à votre amitié et à l'attention que vous portez à mon travail. Merci Écoutez, beaucoup. vous nous avez tant aidés et je vous remercie au nom de tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui me remercient souvent en disant grâce à vous, pendant cette période du Covid, on n'aurait pas résisté si vous n'aviez pas été là. Eh bien, je le dois à tous mes invités et au premier chef. Ouais, c'est l'aventure humaine qu'on a traversée tous ensemble. Certains qui aident et d'autres qui sont aidés. Et moi, j'ai été aussi aidé, donc ça s'arrête jamais. Merci beaucoup. Merci, docteur. Ce ne sont que des surprises, justement, aujourd'hui, dans cette émission. Le retour de Virginie, qui en soi déjà est quelque chose j'ai vu même Mike arriver dans le studio technique et Mike se réjouir de l'arrivée du retour de Virginie. Ce nouveau studio, il est tout beau, hein, le bleu évidemment étant la couleur dominante de RC Radio Courtoisie. Donc je rappelle une dernière fois l'ouvrage, on est content de l'avoir parce que souvent on l'a eu plutôt en distanciel. Il exerce dans le nord de la France, à Tourcoing, plus précisément, le docteur Vincent Reliquet. Donc ces ouvrages, il y en a déjà 3 tomes depuis 2024, en plus du pouvoir de l'iode, dont on a pas mal discuté aujourd'hui. On avait fait d'ailleurs une émission sur le pouvoir de l'iode sur GPTV il y a quelque temps déjà. Chronique de médecine contestataire, ce sont les 3 tomes 1, 2, 3 aux éditions Résurgence Médecine et Société. Voilà, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Non, vous pouvez... Alors, venez là, si vous voulez. Eh bien, écoutez, allez, on a une autre surprise maintenant dans le studio. Eh bien, voilà, vous vous mettez à la place du docteur, c'est parfait. Tu te mets à la place du docteur, parce que quand même, depuis le temps que je le connais, il va nous soigner. Bon, bah alors là... Patrice arrive avec X questions. Bah Patrice, si tu veux, tu peux directement donner les questions au docteur qui vient de partir. Je suppose que c'est lui que ça concerne. J'en voudrais bien une copie si c'est possible, mais autant lui donner et puis il répondra quand il le pourra. C'est vrai que là, tout d'un coup, comme s'il n'y avait pas déjà eu assez de questions, il y en a plein d'autres qui arrivent en même temps. Alors, justement, nous avons une autre surprise. Et ça pour une surprise, c'est une surprise. Puisque c'est quelqu'un que vous connaissez bien sur Radio Courtoisie et qui nous revient en pleine forme, qui nous revient bien peut-être pour de futurs livres. Et puis avec lui, là, je vais, on va le dire clairement, faire un petit peu une revue de presse, en tout cas du moment. Mais déjà, je vais le saluer. Je rappelle, alors vous allez voir, si je cite les noms, les ouvrages, certains des ouvrages qui furent les siens, qu'il a écrits, vous allez savoir tout de suite qui c'est. La mondialisation totalitaire, le mirage mondialiste, comment l'oligarchie manipule l'opinion, dossier noir du socialisme français, vers la chute de l'empire occidental, notre maison brûle. Et nous regardons, je crois que ça doit être ailleurs. Bah oui, nous regardons ailleurs. Oui. C'est autre que Olivier Piacentini. Bonjour mon cher Olivier. Bonjour mon Nicolas et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui m'ont beaucoup manqué. Qui t'ont beaucoup manqué et tu nous as aussi beaucoup manqué. Je ne vous manquerai jamais autant que vous m'avez manqué. Mais alors, j'ai eu un petit coup, parce que je vais dire aux auditeurs, hein, je suis rentré, je viens de rentrer il y a 10 minutes dans le studio, et quand je rentre, j'entends parler de femmes à gros seins. Alors, je me suis dit, mais j'ai dû me tromper, j'ai dû atterrir chez Hanouna, mais non, mais bon, après j'ai compris, parce que j'ai vu ce docteur tellement brillant, tellement passionnant, et tellement français, parce qu'à la fois très doué, et avec sa petite pointe d'humour, de gouaille et de gauloiserie, j'ai beaucoup apprécié les 10 minutes que j'ai entendues. Je serais ravi d'entendre l'émission en entier tout à l'heure.
Alors l'émission tout à l'heure, et puis l'émission ce soir sur GPTV, 1h30 à partir de 19h. Il est passionnant, et pourtant, honnêtement, je suis pas fan des émissions médicales. Hein. Oui, non, mais avec lui, c'est très différent. Oui, parce que c'est pas, vous voyez, un genre de Michel Sim avec les sourcils froncés, on a l'impression que vous avez attrapé des trucs. Non, lui, il est positif. Il vous donne l'envie il vous donne l'envie de résister aux problèmes médicaux, et ça peut servir. C'est l'anti-Michel Simès, voilà. T'as parfaitement raison, mon cher Olivier. Alors, Olivier, ça tombe bien que tu réapparaisses comme ça dans le paysage médiatique des médias alternatifs, des médias de réinformation, parce qu'on dit beaucoup de bêtises en ce moment. Bon, ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et en particulier, sur les sujets qui vont nous occuper déjà lundi. Lundi, Bayrou de secours va chuter. Probablement. C'est bien. Alors là, vraiment, bravo. Hein. Bravo pour j'y avais pas pensé. Tiens, là, le Beyrouth Secours. Bravo. Oui. Vraiment, ouais. Le Beyrouth Secours. Pardon. On dit pardon à la technique parce qu'on a fait un peu de bêtises là. C'est Euro Secours qui va nous amener dans le ravin. Donc c'est malheureux. Oui. C'est une roue de secours provisoire. Hein. Alors, Olivier, justement, donc, il déclenche le Premier ministre Bayrou, qui a déjà forcé la main à Macron pour arriver à Matignon, et il lui force à nouveau la main, semble-t-il, pour s'en aller plus vite. Hein. Ils sont un certain nombre de ministres à dire non, je veux pas rester, je retourne à Pau. En tout cas, c'est une sorte de suicide assisté, semble-t-il. Donc, il demande un vote de confiance sur une session extraordinaire du Parlement lundi. On en connaît pratiquement avec certitude le retour, c'est-à-dire il va chuter, il n'aura pas la confiance, il donnera donc la démission de son gouvernement probablement après-demain, dès lundi. Sur la crise du surendettement, il découvre les uns après les autres, Fillon le disait déjà à l'époque de Sarkozy, l'État français est en faillite. Bon, c'était il y a un moment déjà, Fillon, ça fait 20 ans. Oui. 20 ans qu'on est fichu, 20 ans qu'on est dans le ravin, 20 ans qu'on est en faillite et en surendettement. Et j'aimerais avoir, parce que, allez, il nous reste 20 minutes, donc j'aimerais avoir un petit peu, Olivier, ton analyse globale de la situation sur l'endettement français. Ok. Oui, c'est vraiment devenu un problème crucial et les gens commencent à prendre conscience. Moi aussi, tu le sais, ça fait des années que j'en parle. Fillon en avait parlé en 2007. Objectivement, en 2007, on n'était pas en faillite. Mais qu'est-ce que Fillon pointait ? Il pointait le fait qu'on était sur des tendances lourdes au déficit qui, en se poursuivant, en se prolongeant et en se maintenant d'une façon pratiquement s'incrustant dans les mentalités, allait nous conduire à cette situation. Il est bien évident qu'un pays riche comme la France, comme elle l'était encore au début des années 2000, ne fait pas faillite en 2 ans ou en 3 ans. C'est un processus qui prend du temps. Mais quel est le réel problème ? Je vais vous l'expliquer très simplement. Nous avons aujourd'hui un endettement, alors on vous dit 3300 milliards, mais sur les médias, ils sont déjà dépassés, on est à 3421. Bon, il faut dire que ça monte tellement vite que, qu'est-ce que tu veux, d'une semaine à l'autre, même moi je 3421 là. Oui. Ah oui, ça monte vraiment à une vitesse. Oui, ça monte à une vitesse. C'est une avalanche en quelque sorte. C'est évident, il y a 6% de déficit. Donc jusqu'à 2%, il n'y a pas besoin de s'endetter. Jusqu'à 2%, il n'y a pas besoin de s'endetter, mais après, tout ce qui est au-dessus relève de l'endettement. Donc, on a besoin de s'endetter. Et donc, d'année en année, on voit que le déficit s'incruste au-delà des niveaux des critères de Maastricht qui est de 3%, qu'on n'arrive jamais à revenir dessus, malgré les injonctions de la Commission, malgré les agences de notation qui, périodiquement, nous dégradent. Et encore, elles ne nous dégradent pas comme elles devraient le faire. Non, certainement. Voilà. Alors, ceci dit, il y a peut-être une dégradation vendredi qui arrive. Oui, mais ils vont être obligés. Mais pourquoi ? Parce que perdre un A, là, ça risque de nous être fatal pour le coup. Pourquoi le jugement, pas les appréciations des agences de notation, parce que les appréciations sont très sévères, mais les dégradations ne suivent pas. Ouais. Et je vais vous le démontrer, c'est que la France, par exemple, est mieux cotée que l'Espagne par les agences de notation. Or, l'Espagne paye sa dette moins cher. Oui. Donc, c'est que la vraie cote, c'est le prix qu'on paye pour notre dette, c'est-à-dire les taux d'intérêt qu'on nous applique. Bien sûr. Bien. Il y a un pays qui est assez intéressant, c'est l'Italie, qui a beaucoup évolué. Il y a un an que vous connaissez bien. Je connais très bien pour de raisons. Et donc vous nous avez parlé, je me rappelle moi des leçons que vous aviez données en disant mais si demain l'Italie d'ailleurs ne voulait ne pas payer sa dette, elle le pouvait parce qu'elle n'avait pas de déficit budgétaire. Exactement. Alors l'histoire de l'Italie par rapport à la France, c'est très simple. La France, c'est un creusement permanent
des déficits. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque fois qu'il y a un problème, on fait des chèques. Voilà. Et Macron, qui a été élu une première fois en expliquant que Marine Le Pen était nulle en économie, alors que lui, c'est Mozart, n'est-ce pas, pauvre Mozart, il a dû prendre un coup, là, il a fait une dépression de là où il est. Hein. Et en réalité, n'a jamais réglé les problèmes qu'en faisant une succession de chèques. Ça a commencé avec les gilets jaunes, le Covid, l'après-Covid, parce qu'il faut aussi régler le problème de l'après-Covid. Donc des chèques partout, permanents. Effectivement, quelques recettes comme l'impôt sur la fortune qu'on a supprimé, mais sérieusement, c'est 4 milliards. Je vous rappelle que le déficit, il est de 190 milliards. Et mieux même, parce que voilà ce qui arrive depuis 2 ans. Voilà pourquoi on vire un scénario à la grecque, c'est que non seulement le déficit est énorme, mais on ne le maîtrise pas. C'est-à-dire que l'année dernière, on a eu 54 milliards d'euros de déficit dont on ne peut expliquer, de surdéficit, dont on ne peut expliquer la raison. Ce qui fait que les financiers détestent, je dirais, cette situation où on a l'impression que la France ne maîtrise pas, voire qu'on lui ment. Et d'ailleurs, je pense que c'était ça. Je pense qu'on a bricolé un budget pour que la droite vote et que le truc passe, alors qu'en réalité, ça ne pouvait pas se faire. Et puis après, Bruno Le Maire s'est empêtré dans ses explications. L'Italie a, depuis 20 ans, un déficit de l'ordre de 2 à 2,5%. Mmh. Sa dette est une dette très ancienne, qu'elle ne rembourse pas comme nous, mais, si vous voulez, qui se maintient, l'écart se maintient, et son déficit a toujours été limité. Et on disait même qu'elle était en excédent primaire, c'est-à-dire que le déficit est lié au niveau des intérêts qu'elle paye. Bien, c'est pour ça que je disais qu'elle pouvait demander des exonérations de dette et en fait ne plus avoir recours à la dette. Il y a eu une année, à part le Covid, où ça n'était pas le cas, c'était en 2023, où le déficit, donc Madame Meloni arrive, le déficit atteint 7%. Et pourtant, il n'y a pas une flambée des taux d'intérêt. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Madame Meloni a mis en place une politique de redressement avec, par exemple, un changement complet de la structuration de la fiscalité et des charges sociales, qu'elle a explicité auprès de la Banque Centrale Européenne, des institutions européennes, des marchés financiers, du FMI, elle a tout expliqué. Oui. Et il y a eu un déficit de 7%. Oui. Alors, moi, j'expliquais ça il y a 1 an et demi, sur les plateaux, j'étais évidemment la risée. Bien, je te dirai même pas les noms, c'est des amis, mais j'étais la risée sur les plateaux de Madame Meloni. Enfin, c'est une blonde, je sais pas, elle s'achète des trousses à maquillage, peut-être avec l'argent du déficit, j'en sais rien. Le fait est que les 7% n'ont pas généré de flambée des intérêts de la dette. Ouais. Et les financiers... Parce que ça a été compris par les marchés. Les marchés lui ont donné la chance. Ouais. Et ils ont bien raison, puisque l'année dernière, le déficit italien est revenu à 3,3%. Ouais. Et tenez-vous bien, parce qu'en France, les médias ne vous disent pas tout. Nous sommes au mois de septembre. C'est étonnant, ça. Oui, bon, c'est vrai, il n'y a pas besoin que je le précise. C'est-à-dire que non seulement ils ne vous disent pas tout, mais en plus, ils vous racontent des carabistouilles. C'est ça. Ça te rappelle quelqu'un? Carabistouilles, voilà. Oui. D'ailleurs, ceux qui parlaient de carabistouilles sont souvent ceux qui en disent le plus. Bien, enfin, ça, c'est... Depuis le mois d'octobre de l'année dernière, l'Italie est en excédent budgétaire. Voilà. Alors, je suis ces affaires-là depuis plus de 40 ans, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu l'Italie en excédent budgétaire. Et ben voilà. Voilà. Et là, ce n'est pas encore tout à fait pris en compte par les marchés financiers parce que ce n'est pas sur une année courante. Donc, évidemment que tout le monde le voit, hein, un trimestre, 2 trimestres où c'est en positif, etc. En réalité, en fin d'année, l'exercice 2025 de l'Italie sera à l'équilibre ou léger excédent ou léger déficit, enfin peu importe. Elle sera vraiment revenue à un niveau de gestion optimale, hein, à quelques dixièmes de pourcent près. Et donc, les marchés financiers vont, à ce moment-là... pour rembourser sa dette, normalement, il vaut mieux un excédent. Hein. C'est la seule solution, d'ailleurs. Hein. C'est le cas. Mais là, elle va être, l'Italie, l'année prochaine, en situation de commencer à faire des remboursements de dette. Incroyable. Voilà, incroyable. En plus de payer l'intérêt, puisque l'intérêt de la dette est inclus dans le budget. Bien sûr. Donc, il y a excédent après paiement. Après paiement. Un excédent après paiement. Avant, elle était en excédent avant paiement des intérêts. De la charge là, de la dette. Elle est en excédent tout court. Elle est en excédent pas primaire, en excédent tout court. Donc, c'est une performance économique inconnu jusqu'alors, j'ai jamais vu ça, en 1 an et demi, c'est-à-dire un déficit quand même assez important qui s'efface. Et curieusement, alors en France, je vois sur les plateaux télé qu'on parle de Madame Meloni très favorablement quand même, hein, sur pas mal de points, mais on ne va jamais au fond de l'affaire. Pourquoi ça a changé? Pourquoi elle a remis l'Italie à flot? Bien, moi je vais vous dire, quand vous avez un déficit comme la France, ce déficit qui était de l'ordre de 3,5%,
dans la première moitié des années 2000, et puis après la crise des subprimes, c'est passé à 4, 4,5. Avec Hollande, c'est passé à 4,5. Et avec Macron, maintenant, on arrive à 6, et on ne sait même plus. D'ailleurs, maintenant, on ne sait même plus. Parce qu'ils ne savent même plus eux-mêmes où ils en sont. Le truc, ils reconduisent d'une année sur l'autre. Voilà. Et en plus, d'ailleurs, on ne vous parle même pas d'un phénomène, c'est que les taux d'intérêt de la dette et le montant de la dette flambant, les intérêts de la dette qu'on paye n'arrêtent pas d'augmenter et représentent une charge supplémentaire dont il faut prendre en compte. J'ai l'impression qu'ils ne la prennent même pas en compte. 10 à 12 milliards d'intérêts supplémentaires tous les ans. Et puis là, c'est en train de grimper en flèche. Écoute, Nicolas, je peux dire que je me suis trompé en 2021 dans mes articles sur Boulevard Voltaire. J'avais annoncé 70 milliards de charges d'intérêt de la dette pour 2027. En fait, on y sera l'année prochaine. Donc j'avais un an de trucs. Et j'avais annoncé 100 milliards pour 2030. On sera en 2030 à peu près 115, 120. L'essence est en 2029. Mais oui, puisqu'il faut bien comprendre le problème. Même si la France se met à zéro aujourd'hui, 0 ou 1% de déficit, disons que si elle n'a pas besoin de s'endetter, les taux d'intérêt montent tout simplement parce que pour rembourser les échéances des prêts qui arrivent à leur terme, on est obligé de se réendetter, on fait un prêt pour payer l'ancien prêt. C'est ça. Sauf que l'ancien prêt, c'était époque taux d'intérêt 0. Oui. Maintenant, c'est 3,5. Ah oui. N'est-ce pas? Voilà. 3,5. L'Italie est à 3,6. En réalité, les 3,6 de l'Italie, déjà, dans 15 jours... va descendre. Voilà, ça va descendre. Et nous, on monte. Voilà. Donc, on va être les premiers de la classe, les plus mauvais élèves de la classe européenne. Bon, mais on l'est déjà. Parce que pourquoi? L'Italie a un endettement de 134%. Et la France de 115. Excusez-moi si je ne suis pas à 1 ou 2% près. Et nous, 115. 115. Il y a un décalage de 19%. Ouais. Il y a 5-6 ans, le décalage... En notre faveur. En notre faveur. Il y a 5-6 ans, c'était de plus entre 25 et 30. Donc vous voyez quand même que ça se réduit rapidement. Mais donc, ça veut dire clairement, nous avons un taux d'intérêt équivalent à celui de l'Italie, il y a une différence très faible. Ça veut dire que les marchés considèrent la soutenabilité des 135% de dette italienne équivalent à la soutenabilité des 115% de dette française. Comment expliquez-vous ça? Tout simplement parce qu'ils ont confiance dans la politique qui est menée. D'accord. Donc, quand vous avez une confiance dans la politique qui est menée, quand vous vous dites, voilà, là, ils sont en train de se redresser. Donc, pour les années à venir, on va avoir une dette qui ne va plus monter, qui risque de descendre, qui va se maintenir. Un déficit qui est sous contrôle, il n'y en a même plus d'ailleurs. Donc, des finances publiques qui sont remises dans les clous. Les marchés financiers ont raison. Ils ne raisonnent pas à la minute. Ils voient ce qui se passe dans un pays et ils se disent, voilà, en France... Ça ne peut absolument pas se présenter comme ça, puisque nous faisons la preuve depuis 20 ans que nous sommes incapables de nous mettre dans les clous des critères de Maastricht, malgré notre européisme à tout crin. Alors là, c'est ça qui est dingue. Mais quand il y a les règles, on est incapable de les suivre. À commencer par Macron, qui est monsieur super champion de l'Europe. Bien. Mais par contre, se mettre dans les clous, ça, il n'y arrive pas. Et il trouve que c'est pas grave. C'est rigolo. Il vous dit que l'économie française va bien, compagnie. Mais si un européiste... déjà, devrait dire, on va essayer quand même de respecter les règles. Bon, un économiste normal se dit 6% de déficit tous les ans. Tous les ans. C'est pas normal. 60 milliards d'euros qui ont disparu l'année dernière. Monsieur le maire ne sait même pas nous expliquer où ils sont. Il a même raconté à l'époque, et ça a été la risée de sites d'information comme Huffington Post ou Slate. Et je peux vous dire qu'ils avaient des titres ironiques, et pourtant c'est vraiment ces sites à lui. Je veux dire, c'est complètement. Ah oui. Alors il avait expliqué qu'en fait le déficit se creusait parce que l'inflation baissait. Et donc les rentrées c'était plus le même un truc. Bref, et je peux vous dire sur Huffington Post ils ont mis mais réjouissons-nous, sortons dans les rues faire la fête. C'est grâce à la lutte contre l'inflation que nous avons du déficit. On a du déficit, mais c'est du bon. Bruno. C'est comme le cholestérol, il y a du bon et du mauvais. Là on est sur du bon déficit. Non, mais écoutez, vraiment, alors que tous les autres pays ont vu une baisse de l'inflation et les déficits plus ou moins être maîtrisés pour la plupart des pays, en tout cas pas au point de la France. Donc il y a un vrai problème franco-français et les marchés financiers sanctionnent la gestion financière de l'État, mais également une économie qui est en panne parce que nos déficits relèvent d'une mauvaise gestion financière de l'État mais également d'une économie qui ne marche pas. D'une économie qui n'est plus productive. Alors c'est ce que dit Macron, ceci dit, il dit qu'il faut de l'activité. Enfin là c'est une incantation. Mais écoute-moi, Macron dit, ça fait 10 ans qu'il dit. Ouais. Mais moi je regarde les résultats, c'est pas la peine. C'est-à-dire que nous avons des finances publiques en l'air, un déficit de la balance commerciale le plus
plus important de toute l'Europe. Ah oui, et aussi. depuis des années. Et oui, mais ça, personne n'en parle. Non, mais oui, on n'en parle plus. C'est vrai qu'on ne parle plus du déficit commercial. Je veux dire que le cœur du problème, il est là. Ça veut dire que nous importons, nous avons des besoins pour nous habiller, pour les voitures, voilà, pour tout, produits technologiques, produits alimentaires. Eh bien, tout ça, ce qu'on produit, n'arrive pas à le couvrir. Oui, parce que la croissance, elle ne vient que de la consommation, hein, dans un pays comme le nôtre aujourd'hui. Nous sommes un pays de consommation. Voilà. Toute la croissance ne vient que de la consommation. Ouais. Mais le problème de Et en plus, consommation, c'est à l'étranger. Voilà, mais c'est à l'étranger, puisque cette politique tue la production. Nous, on veut maintenir nos besoins coûte que coûte. Les gens veulent maintenir leur pouvoir d'achat, compagnie. Comment on fait pour maintenir la consommation quand on ne produit pas? Parce que moi, je suis pour la consommation, mais pour une consommation qui vienne après la production. C'est-à-dire, on produit, on dégage de la valeur ajoutée, on partage cette valeur ajoutée, après on consomme. Pour moi, c'est le b.a.-ba, je veux dire. Alors, je sais que maintenant, il y a des économistes, la théorie monétaire moderne aux États-Unis, compagnie, qui vous expliquent que tout le contraire. En fait, il faut faire la fête tous les soirs, et l'économie va se redresser. Bien, voilà. C'est contre-intuitif, hein, voilà, pour le coup. Hein. C'est ce qu'on vous raconte, en gros. Alors, on va tirer de l'argent, par-ci, par-là. Alors, on imagine si tous les ménages faisaient ça. Alors, comme j'ai dit, avec cette théorie-là, en fait... Je vais peut-être tester, tiens, on va voir ce que ça donne. Je vous dirai ça dans un an ou deux. Non, écoute, tout ça, c'est débile. Tout ça, les gens le voient bien, qu'on nous raconte n'importe quoi. Et en plus, facteur aggravant, donc, si la balance commerciale est si mauvaise, c'est parce que les produits français ne se vendent pas. Et d'ailleurs, on va être moins touché par les droits de douane de Trump, puisqu'on est le seul pays qui a un déficit commercial avec les États-Unis. Tous les autres se gavent sur les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et la France, non. Bon, ben, c'est normal, on ne produit pas. On ne produit pas pourquoi? C'est pas parce qu'on est devenu nul. C'est parce que nos produits sont trop chers. Tout simplement parce que la fiscalité et la réglementation qui pèsent sur nos entreprises nous empêchent d'être concurrentiels. Et donc, nous perdons des parts de marché face à tout le monde. Et donc, ça, tant qu'on ne l'aura pas réglé, eh ben, on n'y arrivera pas. C'est ce qu'a fait Mme Meloni. Mme Meloni a complètement inversé le rapport de la fiscalité qui veut que c'est le travail qui paye le système social. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Premièrement, elle a élagué le système d'assistanat social. En particulier, il y a à peu près la moitié de l'équivalent du RSA qui a été supprimé. Voilà. Il y en a qui m'ont dit, mais ça va faire scandale, des émeutes, des trucs. Eh ben, même en Italie, ça n'a pas fait scandale, pas d'émeutes. Il y a eu, bon, bah, évidemment, des gens qui n'étaient pas contents. Sans combat. Mais enfin, tu n'as pas entendu parler que c'était le soulèvement. Non. Fais la même chose ici, tu vas voir. Bien. Ouais. Donc, ça a été fait. Comment elle a financé ça? Ça a servi à quoi? Ça a servi à faire baisser les charges sociales. Ouais. Sur le brut, entre 3 et 8%, suivant, voilà, 3% c'est pour les cadres, 8% c'est pour les petits salaires. Bien. Donc, qu'est-ce que ça produit? Du pouvoir d'achat et de la motivation pour le travail. Puisque moi, je reste persuadé que si nous avons tant de gens qui ne prennent pas d'emploi, c'est tout simplement parce que le système social revient au même plan. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne travaille pas ou qui travaille pour des faibles salaires, ben, il ne voit pas la différence. Voire même, voilà. Et donc, en Italie, on a inversé cette tendance. On baisse aussi les charges patronales, de manière à ce que les entreprises italiennes puissent, je dirais, être plus compétitives, plus concurrentielles. Et on l'a vu, puisque aujourd'hui, le PIB par habitant de l'Italie a dépassé celui de la France depuis 2-3 ans. Depuis 2-3 mois. C'est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, en quelques temps. C'est-à-dire que tout ça, c'est pas fait sur 15-20 ans. En 2 ans, on a complètement inversé le système en Italie. On a remis l'économie et la productivité et l'industrie italienne, je dirais carrément, elle est redevenue totalement compétitive, alors que ça fait quand même des années que ça patinait aussi dans la semoule. Ouais. Un peu moins qu'en France, mais ça patinait quand même dans la semoule. Bon, donc il est très clair. Alors en plus, nous avons un troisième problème, évidemment, mais ça tout le monde le sait, Macron a cassé la politique française et la stabilité politique française, il a cassé la Ve République. Donc maintenant, les marchés financiers se disent, voilà, gérer les finances, ils ne savent pas. Rendre l'économie productive, ils ne savent pas. Et en plus, il n'y a plus de gouvernement. Il n'y a plus de gouvernement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et alors en plus... Donc là, ça pourrait assez mal se passer d'ici la fin de la semaine prochaine. C'est évident, mais écoute-moi, là, c'est même pas de savoir si le budget va être bien fait, pas bien fait. Est-ce qu'on va avoir un budget? Voilà. Parce qu'en plus... Oui, non, mais c'est ça. Voilà. En plus, ce pays donne l'image d'un pays
qui est carrément pris en otage par le gauchisme. Avec un gouvernement socialiste peut-être d'ailleurs demain. Gouvernement socialiste, ah bah oui, alors là ça va être le pompon. Je vais dire non, enfin soyons sérieux, là, on va vraiment à la catastrophe. C'est-à-dire que moi j'ai toujours dit, et tu le sais, que Macron était là pour détruire la France. Eh bien il a réussi au-delà de ce que je pouvais imaginer. Voilà. C'est-à-dire que casser la Constitution française, et rendre, je dirais, la gouvernabilité de ce pays impossible, ça, j'aurais pas pensé, tu vois. Aussi, oui. Je l'ai pas anticipé, ça. Mais je pense que c'était dans son agenda et il a plutôt... Oui, il a fait. C'est rondement mené. Voilà. Comme j'ai dit l'année dernière, on vous dit qu'il est nul. Mais non, mais c'est un Mozart de la finance, mais pour les banquiers. Il place bien le produit. Vous voyez, les dettes avec des taux d'intérêt, machin, et les banquiers sont très contents. Voilà. Donc voilà, pour moi, il a déroulé son programme. Alors, il y a un auditeur qui pose une question sur les agences de notation, cher Nicolas, Lara, Olivier Piacentini. Quelqu'un a-t-il fait un lien entre les propriétaires des agences de notation et les propriétaires des détenteurs de la dette de l'État français? Avez-vous la réponse? Alors, on a du mal à savoir qui est le détenteur de la dette française. Je sais que Fitch, c'est l'agence de monsieur Marc Ladrette de la Charrière, qui évidemment n'est pas un ennemi de Macron. Et ça, oui. c'est clair. Bon, alors, moi, je vais vous dire quelque chose. La France est effectivement, selon moi, je dirais, épargnée, je dirais partiellement, de la sanction qu'elle devrait avoir jusqu'à présent. Pourquoi ? Bon, on peut y voir tout un tas de trucs. Moi, je pense tout simplement que vu que le Rassemblement national et également LFI sont quand même des partis qui peuvent l'emporter, je pense qu'ils ont peur de ça et qu'ils essayent de ne pas précipiter la chute du gouvernement français qui, je dirais, pourrait amener à un nouveau gouvernement dont ils ne veulent pas. Bon, ceci dit, ils ne peuvent pas non plus raconter n'importe quoi. Quand tu as un décalage où tu vois que la France est le pays qui paye la dette le plus cher, donc les marchés qui ne veulent pas de la dette française par rapport aux autres dettes, et eux qui continuent à maintenir la France à un niveau acceptable, bon, ça ne va pas durer 10 ans. Hein. Bon, merci Olivier Piacentini. Merci, là, la Nicolas. question, c'est la question de trop, Patrice. On a assez fait comme ça. Et on a... alors, des surprises, je n'ai eu que ça, puisque je vois arriver dans le studio... Nicolas, on a Michel Dumas, il faut absolument le lire. Bon, alors, on va peut-être prendre une minute de plus, au pire. Le premier artisan de notre banqueroute, c'est François Larose, au budget en déroute. Oui, Paris en explosion comme au port de Beyrouth. Qui pourrait nous sauver d'une telle déroute? Michel Dumas est toujours autant en forme. Je vois mon Gérard, le tailleur, en plus donc évidemment de Mike, et je vois aussi le frère Thierry que j'ai pas vu depuis un moment. Et alors là, que de bonheur aujourd'hui avec Olivier Piacentini, qu'on est tous très heureux, le docteur Reliquet. C'était vraiment une formidable émission. Il y avait le docteur et les rescapés. Et nous sommes nombreux à être rescapés. Merci à tous de votre écoute, chers auditeurs. Merci Lara, merci Virginie, merci Patrice. Passez une excellente journée en compagnie déjà, maintenant, dès à présent, de Mike Borowski. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. Le patrimoine que vous avez accumulé toute votre vie ne servira bientôt plus à rien. L'euro numérique arrive dans moins de 5 ans. Et avec lui, toutes les futures mesures liberticides. L'impossibilité d'épargner, de consommer librement. Si vous ne voulez pas ce futur pour vous et votre famille, Géopolitique Profonde a développé une solution pour vous. La lettre confidentielle. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Ne laissez pas vos élites vous enfermer dans le communisme 2.0.